La prise du fort d'Eben-Emal s'est déroulée au début de la Seconde Guerre mondiale. Elle marque le lancement de l'offensive de l'Allemagne sur les puissances de l'Ouest. Et le fort est décrit alors comme une clé de voûte de la ligne défensive belge. Il est considéré par les Allemands comme un objectif primordial, stratégique et symbolique. Cette chute fait partie du panthéon des grandes opérations spéciales connues du grand public. Un groupe réduit de commandos qui prend un mastodonte considéré inexpugnable. C'est aussi en partie à ce moment que la construction de l'image du soldat, et notamment du parachutiste allemand surentraîné, dopé, inarrêtable s'établit. Mais comme toujours, dans ce nouvel épisode de la chasse aux mythes, nous verrons que nous sommes loin de la vérité. Un mastodonte, ça, il l'est. Sa construction, qui a majoritairement pris place entre 1932 et 1935, avec le rétablissement de l'Allemagne, avait pour but d'établir une position très forte, empêchant le franchissement du canal Albert, cours d'eau creusé dans la roche qui sépare les potentielles forces allemandes du reste de la Belgique. À l'image des fortifications françaises de l'époque, il est pensé de manière souterraine, avec 2 niveaux, et un 3e à la surface, comprenant les nombreuses coupoles et casemates. S'étalant sur 45 hectares et bordant directement le canal, il garde alors les ponts au nord et au sud. Pour cela, 4 casemates montées de canons de 120 mm sont érigées, accompagnées de coupoles de 120 et 75 mm. Pour l'observation et la défense rapprochée, nous retrouvons alors une myriade de coupoles d'observation et de mitrailleuses défendant les fortifications périphériques. Plus de 1200 soldats occupent ce complexe, sans compter les nombreuses compagnies réparties dans les environs. La puissance du fort, cependant, est plutôt surestimée par les Allemands. En effet, ces derniers sont trompés par les nombreuses fausses coupoles installées. Mais les assaillants ne surestiment pas seulement le fort de par sa constitution, mais de par son but même. En effet, on peut dire qu'il est d'autant plus surévalué parce que tout simplement son abandon est prévu, avant même l'entrée en guerre. En effet, dès janvier 1940, les plans de l'attaque allemande sur la Belgique sont connus, et Bruxelles, qui sort alors de son utopie de neutralité, va prévenir immédiatement Français et Anglais. Or, Maurice Gamelin, grand chef des armées alliées, ne veut rien entendre d'autre qu'une bataille défensive sur la ligne la plus courte possible, reliant l'Hexagone aux Pays-Bas. Et celle-ci ne passe pas, aux grandes dames des Belges, par Liège et par le fort. Donc, certes, non sans déception, ils se rendent à l'évidence. Aussi puissant et armé que soit le fort, il est condamné à l'abandon sans avoir servi une seule fois. On voit bien déjà que la première partie du mythe sur la soi-disant position clé que serait le fort, elle est d'ores et déjà mise de côté. La perte de ses défenses devenues inutiles n'est clairement pas un coup majeur stratégiquement parlant. De toute façon, on sait tous que la clé de la campagne réside dans les Ardennes, et le front majeur sera établi entre Dinant et Sedan. Le raid allemand, au final, il n'y prend donc qu'une portée symbolique, que la propagande de Goebbels va bien évidemment magnifier. Mais le mythe d'Eben-Emal est construit sur 2 piliers. La prise du mastodonte clé, en effet, mais aussi sur les parachutistes. Alors, je dis parachutiste, mais nous parlons plutôt de troupes aéroportées. Selon la 2e partie du mythe, c'est grâce à l'utilisation innovante et inattendue des troupes qui auraient complètement pris de court l'armée belge en arrivant via des planeurs. Pratique pour mettre en avant une armée allemande qui cherche à développer une image de modernité et d'avance pour terroriser les masses. Mais en réalité, cette affirmation n'est vraie qu'à moitié. L'éventualité d'une attaque par le ciel, elle est largement connue. Et dès 1935, l'ambassadeur belge, qui était alors en Russie, a averti son état-major des terribles possibilités de cette arme, qui était alors mise en avant par les soviétiques. Et il nomme notamment les positions défensives qui sont alors à adapter de toute urgence. Et les plans capturés en 1940 par les Belges, ils confirment cette éventualité.
Mais les réponses apportées sont incohérentes ou incomplètes, car la Belgique reste dubitative quant à cette option. Le commandement du fort n'est même pas directement informé de l'épée de Damoclès qui pend au-dessus de lui. Les coupoles répondent parfaitement aux assauts terrestres, mais sont remplies d'angles morts sur le toit. Les généraux n'installent que sans grande conviction 4 mitrailleuses sur le toit, au sud du fort. Elles devront alors abattre les avions qui survoleraient la position. Et sinon, on pense également à inonder ou protéger les grands champs qui environnent le fort. Mais personne ne pense aux 45 hectares que représente le toit, où l'on préfère installer un terrain de foot. Donc, pour conclure sur le mythe, pas de surprise technique, pas de surprise, ou en tout cas pas de grande surprise tactique. Mais alors maintenant qu'on a étudié le mythe, on va quand même essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et pourquoi, comment, 69 parachutistes ont-ils pu prendre ce fort ? Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que comme tous les édifices de la frontière, le fort est averti de l'imminence de l'attaque le 10 mai, et l'alerte est alors transmise. Alerte Alfred est transmis à minuit 30, près de 4 heures avant l'assaut des Allemands. Cette alerte est alors l'élément déclencheur d'une procédure qui doit théoriquement mettre en état de défendre la garnison en moins de 30 minutes. Évidemment, vous imaginez bien que c'est en théorie. Premièrement, le commandement du fort est tout juste arrivé. Le major Jotran est plutôt un homme de dossier que un homme de terrain. Il a du mal à se faire respecter, et on observe depuis plusieurs mois un sentiment de laisser-aller général qui s'installe. Deuxièmement, on va parler du problème assez fou des caisses de munitions. Ces dernières, elles ne doivent pas être ouvertes sans autorisation formelle. En effet, l'air du fort est très humide et le contenu des caisses risque la corrosion une fois ouverte. Et, lors de certains entraînements, les malheureux qui ont osé ouvrir les caisses de ravitaillement se sont fait durement réprimander. On ne les reprendra pas, les munitions resteront fermées cette fois. Et pour la suite, c'est encore plus rocambolesque. Les soldats des coupoles de mitrailleuses sont réquisitionnés en pleine alerte pour déplacer des archives au sein du fort. Et même le personnel de piquet, donc c'est ce qui représente normalement le personnel minimum requis dans chaque poste de combat pour servir les armes. Et ben, même ces hommes, ils sont réquisitionnés pour cette mission. Ça fait beaucoup, hein. Vous pensez que c'est fini ? Non, vous pensez. La procédure implique, normalement, un rappel des unités stationnées aux alentours du fort, afin de garnir ces postes de combat. La plupart des hommes qui sont dans le fort sont des artilleurs et pas de l'infanterie qui pourrait facilement se battre. Et ce signal, il est symbolisé par une coupole de tir qui doit tirer 4 coups de canon aux 4 points cardinaux. Au moment où les artilleurs veulent lancer le coup d'alerte, ils se rendent compte, seulement cette nuit, que les percuteurs des pièces étaient montés à l'envers. Il va falloir l'intervention de l'armurier qui va durer plusieurs heures, et l'alarme est enfin, finalement donnée à 3h25. Alors, bien sûr, là j'appuie sur les points un petit peu ubuesques de cette préparation, mais ce n'est pas non plus la norme partout dans le fort. Énormément de postes de combat sont prêts à temps, les soldats belges ne sont pas du tout les flemmards qu'on pourrait imaginer avec cette description, et il y reste un professionnalisme quand même au sein du fort. Mais il faut quand même noter que la préparation a d'énormes lacunes, et que les Allemands ont le fort presque servi sur un plateau au moment où ils arrivent. Et c'est dans ce contexte, plutôt calamiteux, qu'arrivent les Allemands. Les planeurs du détachement Granit, 86 parachutistes, 69 en réalité après les défaillances techniques, se lancent à l'assaut. Leur premier objectif est bien évidemment de faire taire les défenses antiaériennes, et ensuite de rapidement clouer le bec à toutes les pièces d'artillerie dirigées vers le nord afin d'ouvrir la voie aux Panzers. 4h15, les 9 planeurs atterrissent, et certes, les troupes aéroportées ne sont pas nouvelles, mais c'est la première fois que les planeurs sont utilisés à une telle échelle. Les 4 malheureuses mitrailleuses du toit ne tirent même pas. Pourquoi, me direz-vous ? Ben, tout simplement, elles n'en ont pas reçu l'ordre. C'est alors le début d'une opération millimétrée sous le commandement de Fetze. En effet, cet homme et sa troupe s'entraînent depuis des mois, notamment sur des autres forts en Europe et des répliques. Et ce n'est pas superflu au vu du matériel qu'ils emmènent. Plus de 2 tonnes d'explosifs, des mines anti-barbelés, des lance-flammes. Et, en parlant de ce matériel, cet assaut va être l'occasion de révéler au grand jour un nouveau type d'explosif, la charge creuse. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la composition ou de l'utilisation de cet explosif,
Mais pour faire simple, l'innovation est dans le principe même de l'explosion. Le but de la charge creuse est de diriger toute l'énergie de l'explosion dans une direction précise, ce qui permet donc un fort taux de pénétration, notamment sur des fortifications en béton ou du blindage. C'est grâce à ce genre d'explosif donc que les Allemands arrivent à venir à bout des défenses et des coupoles. Mais ces charges ont un double effet, l'impact psychologique. Il faut imaginer des artilleurs qui se pensent à l'abri derrière plusieurs mètres de béton armé et qui voient leurs compagnons se faire pulvériser sous leurs yeux. L'effet est terrifiant. Les survivants refluent, paniqués dans les tunnels, et communiquent rapidement à l'ensemble du fort ce choc post-traumatique. Les Allemands, de leur côté, ils restent organisés et méthodiques. Ils détruisent les cloches d'observation pour rendre aveugle le mastodonte, puis s'attaquent à chaque casemate un à un. La prise d'un ouvrage ouvrant la possibilité d'aller au suivant en quasi-sécurité, en utilisant parfaitement les angles morts des armes de défense rapprochées. Une fois les dangers immédiats écartés, les paras se dirigent vers leur objectif, le casemate Maastricht 2. Vous remarquerez que ce sapeur sait précisément où placer sa charge explosive afin de détruire ce blocos. Ils parviennent à y créer une brèche et s'introduisent pistolet mitrailleur en main et avec bien plus de grenades que nécessaire pour nettoyer le poste de tir. Les défenseurs sont bien moins équipés. Je le rappelle, ce sont des artilleurs, pas des hommes formés au combat, et le vent de panique se répand encore plus dans le fort. En 10 minutes, la mission est accomplie. Et les 24 heures suivantes, elles vont se résumer au harcèlement des survivants par les troupes allemandes. Les défenseurs tentent bien quelques sorties, mais mal armés, pilonnées par les Stuka, elles se soldent toutes en échec. Et par ailleurs, la contre-attaque de l'infanterie belge postée aux alentours, elle ne viendra jamais à cause du manque de coordination. Dans la forteresse, les supérieurs, pour la plupart inexpérimentés, ont du mal à combattre la chute du moral. L'infirmerie est rapidement surchargée, et les blessés s'amoncellent dans les couloirs au fil des sorties. Au matin du 11 mai, des renforts de la Wehrmacht arrivent par le canal avec des canons anti-chars. L'attaque de l'entrée principale est alors lancée et les dernières positions défensives sont pilonnées. La garnison se rend à l'évidence, la défaite est certaine, et elle veut alors déposer les armes. Les officiers se rassemblent et veulent alors obtenir une reddition avec de bons termes. Mais à peine les portes du fort s'ouvrent pour envoyer l'émissaire, que tous les soldats belges se ruent dehors pour se rendre. On peut difficilement leur en vouloir après la nuit d'enfer qu'ils ont vécue. Bon, comment conclure cette affaire ? On peut facilement voir que cette opération est un désastre total pour les Belges. À la sortie de la guerre, vous imaginez bien que les autorités préfèrent garder le silence sur le véritable déroulé de la chute du fort. Et pour cela, ils n'ont jamais démenti la version allemande, renforçant de ce fait considérablement le mythe. Et il faut alors rentrer dans leur réflexion. Au final, il faut mieux pour eux mettre en avant la chute du fort sur le dos du soldat allemand surentraîné, qui ont utilisé des techniques nouvelles, plutôt que de mentionner les énormes lacunes de la préparation des défenses et de l'enchaînement des événements durant cette sinistre nuit et journée du 10 mai. Dans les faits, si la procédure avait été parfaitement respectée, l'ouvrage, qui avait été prévenu largement à temps, aurait très certainement pu repousser l'assaut. Et rien que si tout simplement les 4 mitrailleuses du toit auraient eu l'ordre, ou pris l'initiative de tirer sur les planeurs en toile, les dégâts auraient été considérables dans les rangs allemands avant même l'atterrissage. Mais le bilan est loin de cette possibilité. Les Allemands déplorent 6 morts, contre 25 du côté belge et plus de 60 blessés. Alors, le but de cette vidéo, c'est pas de montrer qu'il faut tenir le discours contraire au mythe. Bien sûr que les Allemands qui attaquent sont des troupes d'élite qui s'entraînent depuis des mois pour cette mission précise. Bien sûr qu'ils utilisent des équipements à la pointe de l'armement, avec les charges creuses, mais au final, si on analyse correctement la bataille, la forme surprenante de l'assaut et l'armement utilisé ont eu au final bien moins d'impact que l'on pense, contrairement au choc traumatique et à la panique due à l'impréparation et à l'encadrement calamiteux du fort. Un aide extérieur aurait pu renverser la balance, mais le manque de coordination a détruit cette possibilité. Au fond, je peux conclure avec vous en disant que le mastodonte d'Eben et Mal est bel et bien, et avant tout, une victime de l'armée belge.